Bienvenue à tous. Je voudrais remercier la municipalité du Tampon qui nous rejoindra peut-être en fin de conférence. Merci et je passe la parole au professeur Amadou. Merci d'abord de cette invitation ici. C'est un plaisir comme j'ai pu le répéter depuis 2 jours, de revenir sur l'île de la Réunion et de pouvoir partager un temps de réflexion avec vous. Ça s'est fait en interne, ça se fait de façon ouverte et ce soir c'est une intervention de partage, de réflexion un tout petit peu transversale sur l'état du monde tel que nous l'observons aujourd'hui et comment y répondre avec cette double interrogation, comment être soi dans un monde aliénant. Ce que je vous propose ce soir, c'est en fait d'inverser l'ordre du sujet, c'est de se poser d'abord la question de quelles sont les dimensions de l'aliénation ou des aliénations, ou de la dimension ou de la référence aliénante du monde contemporain. Donc je vais essayer avec vous de faire une sorte de panorama des différents domaines dans lesquels on peut parler d'aliénation, sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Et puis ensuite de répondre à la question, face à tout ça, comment fait-on pour être soi? Comment fait-on pour répondre à l'aliénation par la réconciliation de soi à soi, de soi au sens que l'on donne à sa vie, au sens que l'on donne à l'existence sur Terre, dans la relation à l'univers, dans la relation au Créateur quand on est croyant, dans la relation à son semblable quand on est un humaniste et strictement cela. Donc je vais essayer d'y répondre dans un deuxième temps. Première des choses sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est un mot qu'on utilise souvent et qui est polysémique, qui a plusieurs définitions. C'est le mot de qu'entend-on quand on parle de l'aliénation. Et c'est important de s'y arrêter parce que dans le concept, dans la notion même d'aliénation, il y a vraiment quelque chose qui s'oppose à tout ce qui est la quête de sens d'un point de vue philosophique, la quête spirituelle du point de vue... La quête de... Et ça allait, je crois. Je crois que... Est-ce que vous m'entendez pas? Donc ça allait pas. J'avais l'impression que ça allait parce que je m'entendais. Vous m'entendez comme ça au fond? Mieux? Ça pourrait être mieux. Vous m'entendez mieux? Maintenant, très bien. On est là, donc très bien. On va continuer comme ça. Donc, ce que je voulais mettre en évidence, c'est simplement, de façon synthétique, encore une fois, vous imaginez bien que sur une conférence de 50 minutes, 1 heure, on ne peut pas aborder toutes les dimensions, ni même toutes les définitions et la compréhension de ces définitions-là. 4 choses que l'on entend quand on parle d'aliénation. La première, être étranger à soi. Cette idée de l'aliénation, être étranger à soi, c'est d'abord une idée très simple, c'est se voir par le regard de l'autre. Quelqu'un qui est aliéné, c'est quelqu'un qui ne se donne pas de valeur ou qui ne se comprend pas par ses propres critères, mais qui finit par se voir et se considérer par le regard de l'autre. Dans le langage quotidien, dans la vie quotidienne, ce serait plaire à l'autre, c'est se donner une valeur à soi. Mais plaire à l'autre, c'est aliénant parce que c'est la médiation de l'autre qui me fait revenir à moi. Et quand je parlais de l'opposé de l'aliénation, c'est la réconciliation de soi à soi sans la médiation de l'autre. Non pas que cela veuille dire qu'on ne considère pas l'autre comme étant important, mais l'autre n'est pas la mesure de ma valeur, l'autre est le compagnon de mon chemin. Ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire ma valeur, ce n'est pas ce qu'il pense, ma valeur, c'est ce que je crois, et avec lui, j'avance. C'est-à-dire faire attention à être réconcilié avec soi pour avancer avec l'autre, et ne pas penser par l'autre et s'oublier soi. Ce qui est le début de l'aliénation. Je ne sais pas si vous me suivez, mais si vous ne me suivez pas, il faut que vous me suiviez. Premier élément. Donc, le premier élément, c'est se voir par le regard de l'autre. Le deuxième
élément de l'aliénation. Quand on dit se voir par rapport dans l'autre, ben c'est un rapport de sujet. Je suis un sujet, je dis je, donc je suis un sujet, tu es un sujet, et l'aliénation, c'est perdre ce statut de sujet, c'est-à-dire perdre la capacité de pouvoir prendre des décisions pour soi-même. Et donc c'est encore plus profond que simplement se voir par l'autre, c'est se voir perdre le pouvoir de dire je et de décider pour soi. Et donc ça, c'est une autre des dimensions, celle qui est la perte du sujet, et qui en fait, l'aliéné est un être dépendant. Oui. Dans l'aliénation, il y a de la dépendance. Il y a je ne suis plus je autonome, mais je suis dépendant de l'autre. Pas que il faut faire attention, parce qu'il y a des dépendances qui vous permettent de dire je. Par exemple, dans la dimension du transcendant, par exemple, le rapport à Dieu, la dépendance que je me reconnais à Dieu peut être une formidable façon de dire je, parce que je décide de cela. C'est pas la même chose que de dire la dépendance vis-à-vis de l'altérité humaine. Donc les processus de dépendance, il faut bien les étudier. Mais ici, c'est perdre le statut de sujet. Perdre le statut de pouvoir décider pour soi. Troisième des dimensions qu'on a dans l'aliénation, je vous dis tout ceci parce que c'est très profond dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Toutes ces réalités quotidiennes où le monde est aliénant, c'est très subtil. C'est qu'à des moments donnés, être aliéné sans le savoir, c'est d'être doublement aliéné et doublement perdu. Mais la force de la double aliénation, c'est qu'elle vous donne l'impression que vous êtes libre alors que vous êtes aliéné. Et il n'y a rien de plus aliéné qu'un être qui est aliéné et qui se croit libre. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui pense penser par lui-même et on pense pour lui, et finalement il croit penser librement, mais il n'est pas libre. Il pense comme tout le monde parce que d'autres pensent pour lui. Il dit je quand d'autres ont dit nous avant qu'ils disent je. Et lui il pense qu'il dit je tout seul, mais il dit je comme tous les autres disent je. Donc il est dans, c'est ce qu'on appelle l'instinct grégaire, l'instinct du troupeau, oui, auquel certains philosophes et toutes les traditions spirituelles vous disent de faire très très attention à ça. La subtilité de toutes les dynamiques d'aliénation. Donc, mais si vous commencez, on aura du temps pour les questions tout à l'heure. C'est pas que je veux garder la parole, mais je vais l'emprunter 1 heure. Je vous remercie. J'accepte votre cadeau. Donc, la question du sujet. La troisième des dimensions, qui est pas simplement sur le statut, c'est la dimension de la pensée. Non plus se voir par l'autre, mais penser par autrui. Ce qui est encore une dimension différente. C'est plus ce que je suis, mais c'est ce que je pense. Donc c'est pas forcément le rapport que j'ai à moi-même, c'est aussi le rapport que j'ai au monde. C'est aussi le rapport que j'ai à mes semblables. Donc une chose est de se voir par autrui, une chose est de perdre son statut de sujet, une autre chose encore est de penser par autrui, c'est-à-dire que d'autres pensent pour moi, ce que je vous disais tout à l'heure. Et la quatrième des dimensions, elle est subtile, elle est très importante, c'est celle que nous donnait en fait Karl Marx. Karl Marx a une chose que, vous savez, on pense que le marxisme est terminé, mais un certain nombre de thèses fondamentales du marxisme sont à étudier. Et il avait raison sur un élément très très important sur lequel il faut étudier. Quand vous avez un artisan va faire un objet. Quand il commence l'objet avec l'intention de terminer l'objet terminé, il est dans l'objet parce que l'objet sort de sa conception de l'objet. Il est l'artiste et en même temps celui qui va concevoir l'objet jusqu'à sa finalité. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il a terminé, il sait tout le processus qui l'a amené à parachever son œuvre. Il est dans l'œuvre qu'il a produite comme artisan. Quand on entre dans l'ère de l'industrialisation, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on dit, toi tu fais la roue, toi tu fais le volant, toi tu fais la pédale. Et en fait, au bout du compte, chacun fait un élément de l'objet final, mais quand l'objet final sort, celui qui l'a conçu au départ n'est pas dans l'objet final. Et quand, à un moment donné, vous ne vous retrouvez plus dans la production, vous êtes aliéné dans votre travail. Un travailleur aliéné, c'est un travail qui participe à un objet d'un tout dans lequel il ne se reconnaît pas. Et pourquoi cela, il faut le considérer? Parce que dans les systèmes de production, la production elle-même a tendance à nous mener, nous, à ne plus nous retrouver dans ce qui est le produit final de notre travail.
C'est-à-dire que vous êtes dans la fragmentation. Oui, c'est dans la fragmentation. C'est comme si vous disiez, vous savez, vous allez écrire un poème, mais vous allez juste écrire le premier vers. Puis d'autres vont écrire tout le reste. Puis à la fin, on va vous lire le poème, puis on va vous faire croire, c'est à vous. Ben non, pas tellement. Je ne me reconnais pas dans 80% des vers, mais j'ai juste un vers. Ce vers-là, sorti de mon imagination, n'est pas le produit artistique final. C'est vrai dans l'art, mais c'est vrai dans le travail. Quand dans le travail, vous ne vous retrouvez plus à la fin, vous pouvez être aliéné dans le processus. Et c'est ce que disait Karl Marx quand il parlait du travail. Il disait, il faut faire attention, les systèmes de production qui vous font penser que vous êtes le sujet du travail, et finalement, vous êtes autant l'objet que l'objet que vous avez produit. Parce que vous n'êtes que le moyen de sa production. Vous me suivez? Subtil, mais très très profond. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous vous reconnaissez dans votre travail? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, votre valeur vous donne une valeur? Votre travail vous donne une valeur. Le travail, ça a une valeur, mais il faut que la valeur du travail, elle vous revienne à vous. Si vous n'avez qu'un élément du travail, que vous ne vous retrouvez dans rien, vous ne pouvez pas aller devant une Porsche et dire « c'est moi la roue ». Oui, j'ai fait la roue. J'ai une roue. On en a besoin, elle est fonctionnelle, elle n'est pas du tout essentielle, au sens de l'essence du travail. 4 dimensions sur lesquelles il faut qu'on s'arrête, parce que le monde aujourd'hui est en train de produire ces aliénations à la puissance, à une puissance extrêmement exponentielle, et qu'il faut étudier. Maintenant, quand on a tout ceci, on se dit, essayons de regarder individuellement et collectivement ce que je vous disais au départ, comment va se traduire l'aliénation? Comment, parfois, on va penser, pas par nous-mêmes, comment, parfois, on va penser par le regard de l'autre? Comment, parfois, on va perdre le sens du sujet? Et comment, parfois, on ne se retrouve pas dans ce qui est produit par l'univers? Et comment, par rapport à cela, chacune et chacun d'entre nous, qu'on soit musulman, chrétien, juif, bouddhiste, athée, agnostique, comment un être humain aujourd'hui, par rapport à toutes ces dimensions individuelles et collectives, a réussi à se réconcilier avec soi, c'est-à-dire résister à l'aliénation? La première des attitudes intellectuelles qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'en face de toutes ces dynamiques, ça suppose une résistance. Et la résistance commence par quoi? Vous le savez, toutes les modalités de résistance commencent par prendre conscience du problème. C'est-à-dire de pouvoir faire l'état des lieux. Quel est le problème? À quoi fait-on face aujourd'hui dans cette dimension? Quels sont les défis? Et finalement, comment être soi? Ça veut dire comment devenir autonome. Premier élément d'aliénation sur le plan individuel. Vous allez vous rendre compte d'une chose, et c'est pas rien. Les systèmes d'éducation aujourd'hui sont problématiques. Pourquoi? Il n'y a pas un système d'éducation dans le monde qui ne traverse pas une crise. Et j'étais avec des ulamas musulmans ce matin, on parlait des écoles, des madrasas, j'ai rencontré des enseignants à travers le monde, puis au bout du compte, on se pose la question, c'est quoi votre objectif? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que c'est pour vous qu'enseigner et qu'est-ce que vous voulez, au moyen de la connaissance, produire? Ces jeunes que vous avez, ces étudiants que vous avez, du système scolaire le plus élémentaire, 4, 5, 6 ans, au secondaire, au supérieur, qu'est-ce que l'on veut? En fait, la connaissance devrait être une connaissance qui permet d'être. Quand les systèmes scolaires finissent par évaluer et sanctionner le savoir-faire, c'est-à-dire l'efficacité, c'est-à-dire le savoir qui va être celui qui va permettre le plus d'efficacité, ils peuvent vous faire entrer dans la dernière catégorie de l'aliénation. Vous êtes un élément d'un système qui vous dépasse. Vous n'êtes pas dans la connaissance de qui vous devez être, vous êtes dans la connaissance de ce que vous avez à faire. Une école qui produit des citoyens qui doivent savoir quoi faire et pas forcément décider par eux-mêmes. Et quand vous voyez ceci, qu'est-ce que vous devez étudier d'abord? Quelles sont les matières à qui on donne le plus d'importance? Vous allez vous apercevoir que souvent les matières scolaires dans lesquelles on donne le plus d'importance, ce ne sont pas des matières scolaires qui vont être des matières scolaires qui vont célébrer la créativité, célébrer le bien-être, ce sont des matières qui célèbrent l'efficacité. Une des matières qui permet à un être humain de devenir un sujet dans sa vie est la matière historique. Or, vous verrez que tous les systèmes d'éducation sont en train de perdre l'histoire.
Quand vous perdez la mémoire, vous perdez la notion de sujet dans l'histoire. La mémoire, d'où on vient. Pas pour s'y enfermer, mais la mémoire, la connaissance de l'histoire. Et donc aujourd'hui, on a des systèmes d'éducation qui sont extrêmement performants, mais qui sont performants et qui nous disent beaucoup plus le savoir-faire que le savoir-être. Savoir-faire par opposition au savoir-être. C'est-à-dire, véritablement, et même ceci, même dans les systèmes, même dans les références religieuses, souvent on dit comment faire la prière, mais pas ce que c'est qu'être dans la prière. Par exemple, dans les systèmes religieux, on peut tomber dans la technicité des choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que nos systèmes scolaires généraux, transversaux, et encore une fois, ici, il n'y a pas à regarder l'Occident comme critique, c'est le monde total, c'est le monde contemporain qui est comme ça. C'est dans les sociétés du Sud la même chose. L'un des grands problèmes des sociétés du Sud, ici à La Réunion, où vous allez à côté en Afrique, c'est que le problème, ce que l'on pense être une réussite, c'est de réussir à être aussi efficace scolairement qu'on l'est dans le Nord. C'est une question d'efficacité. C'est pas une question d'être. C'est pas être avec le monde et savoir être avec le monde, c'est comment on acquiert un savoir-faire pour être aussi efficace. Et quand on l'acquiert, il faut s'émigrer. Vaut mieux aller faire ça en France, vaut mieux aller faire ça dans la métropole, vaut mieux aller faire ça en Europe. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va acquérir plus de savoir-faire. Ça ne veut pas dire qu'on sera mieux être, mais on saura mieux faire. Et vous savez quoi? Le mieux être rapporte rien. Le mieux faire rapporte un salaire. Ça rapporte du travail. Donc on est dans un système où l'école, qui devrait être la production d'êtres autonomes, finalement produit des êtres utiles à la société. L'école, qui devrait libérer du système, produit des gens qui s'intègrent au système. Alors certains vont dire, mais c'est normal, il faut une école qui va te donner. Pourquoi ça sert? À quoi ça sert d'étudier des choses qui ne vont pas nous apporter un salaire? Toute la question est de savoir, quand le cercle devient vicieux, on n'en sort pas. Et on peut s'aliéner dans ce système-là. Donc un premier élément, c'est la notion même de connaissance. Que sait-on et pourquoi le sait-on? Question qu'on pourrait poser à chacun d'entre vous. Vous avez tous été à l'école. Si vous m'écoutez ici, c'est que vous êtes tous passés par l'école élémentaire, ou l'école primaire, ou l'école secondaire, ou l'université. À partir d'un certain moment, pourquoi savez-vous ce que vous savez et à quoi vous sert le savoir? À penser seul ou à penser efficace? À penser digne ou à penser utile? Et ne me dites pas que vous pensez tous dignes, parce que ça se saurait si c'était le cas. Nous avons tous à des moments une pensée qui est utile, qui est une pensée qui est efficace, et qui se veut efficace parce qu'on a intégré ce que le système scolaire ou ce que la société peut attendre de nous. Bien penser, c'est souvent penser dans l'efficacité que nous impose la société. Et on peut être d'accord ou pas, mais ça finit souvent par être comme ça. C'est pour ça que la notion de mémoire, la mémoire n'apporte rien, mais elle vous fixe dans l'histoire. Savoir d'où on vient, savoir ses origines, c'est savoir où l'on va. C'est cette connaissance de l'histoire, de connaissance. Si on ne veut pas répéter les mêmes erreurs, il faut savoir ce que les êtres humains ont été dans l'histoire. La déficience, le déficit de connaissances historiques est une des graves lacunes de nos systèmes d'enseignement, les systèmes confondus, dans les sociétés du Sud comme dans les sociétés du Nord. Et donc aussi, même ces références, savoir ce en quoi on croit ou ce que l'on ne croit pas. Encore une fois, dire je crois ou dire je ne crois pas suppose que l'on sait ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on refuse un système religieux ou une spiritualité ou autre, tout ceci, on y a le droit. Toute personne a le droit de dire je n'y crois pas. Ce qui est important, c'est de dire je ne crois pas en connaissance de cause. Dire je ne crois pas en étant ignorant de ce que l'on ne croit pas, c'est pas une liberté, c'est une prison déjà. Donc les systèmes qui consistent dans nos sociétés plurielles. Aujourd'hui, par exemple, ici à La Réunion, votre société, en l'espace de 20 ans, elle a changé. C'est une société qui vient de plus en plus plurielle. Vous avez des gens qui viennent des Comores, vous avez des gens qui viennent d'Europe, c'est une société qui est de plus en plus pluraliste, de plus en plus pluriel et pluraliste.
quand on vit ensemble par rapport à ça, il faut s'équiper dans la connaissance. Être assis ici un lundi soir en disant que vous êtes des êtres ouverts d'esprit, ça c'est facile. C'est pas ça l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est pas d'être assis l'esprit ouvert, c'est de vivre l'esprit ouvert, c'est de confronter l'esprit ouvert, c'est d'interagir l'esprit ouvert. C'est ça, c'est dans les difficultés l'esprit ouvert. C'est pas être assis comme ceci l'esprit ouvert. Ça c'est facile. Ça c'est l'ouverture des paresseux, l'ouverture des nantis. Oui. Quand les nantis se permettent de dire non, on n'est pas raciste, et puis qui regardent ceux qui sont en train de vivre dans leurs difficultés, on dit que ceux-là c'était raciste. Oui, parce que ceux qui sont sur le terrain de l'emploi et qui n'ont pas de travail, et qui voient d'autres qui n'ont pas de travail, et qui se disent mais celui qui est là, qui est un étranger, qui a plus de travail que moi, et comment ça se fait? Lui, il développe un raciste de pauvre. C'est-à-dire qu'il voit ce qui lui manque et voit ce qu'on donne à d'autres. Il n'est pas beaucoup plus raciste dans l'essence que quelqu'un qui pourrait être riche mais qui ne l'est pas. Raison pour laquelle, par exemple, dans les systèmes éducatifs, dans les universités, souvent on pense que le degré de racisme est moins important que dans les classes populaires. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas confrontés à la même chose. Ils ne sont pas confrontés au travail, ils ne sont pas confrontés à la vie dure, ils ne sont pas confrontés au fait qu'on n'a pas d'argent, et qu'à un moment donné, quand on n'a pas d'argent et puis qu'on voit que d'autres l'ont, eh ben, à un moment donné, nos manques produisent notre agressivité. Mais il ne faut pas que l'antiracisme ce soit l'appel des nantis. Ça doit être un vrai travail social. Ici, ça demande quoi? Ça demande véritablement une connaissance de la pluralité, une connaissance. Mais c'est une connaissance qui ne va pas vous donner directement du travail. Elle ne sera pas une connaissance efficace, mais elle est une connaissance digne. La connaissance de l'autre, la connaissance de son univers de référence et du mien. Parce qu'il faut que je sache qui je suis pour vivre avec qui je ne suis pas. Il faut ceci. Nos systèmes de connaissances sont en train de laminer ceci. Moins de philosophie, moins de connaissances d'autrui, moins de connaissances des religions et plus de mathématiques, plus d'économie, plus d'efficacité. Plus d'efficacité dans ce qu'on va avoir, moins de connaissances avec ceux avec qui on va être. Donc ça, c'est un processus qui peut être aliénant. Deuxième dimension par rapport à ça, et qui est une chose à laquelle nous sommes tous soumis, c'est la communication de masse. Tous, nous devons célébrer le fait qu'il y a une communication qui nous vient de façon beaucoup plus facile. Mais on le sait aujourd'hui, en termes simplement factuels, notre esprit, l'esprit humain, votre esprit, par rapport à la masse d'informations que chaque esprit reçoit, n'a pas la possibilité de pouvoir gérer cette information. Donc en fait, ce qui va se passer dans notre réaction mentale face aux stimuli de l'information, si vous regardez ce qui vient de la télévision, ce qui vient d'Internet maintenant, la capacité, nous n'avons pas la capacité mentale et intellectuelle de pouvoir gérer l'information qui nous vient. Et à partir d'un certain moment, on va la gérer essentiellement sur le mode émotionnel. Donc la communication de masse ne permet plus à l'esprit critique de gérer, c'est l'émotif qui va réagir. Et la communication de masse joutera beaucoup sur l'émotivité de la réactivité, à tel point que cette émotivité, elle va même s'atrophier. Vous aurez remarqué une chose, de plus en plus de violence est normalisée dans nos téléjournaux, à la télévision, à tel point que le nombre de morts qui se multiplie finit par ne plus avoir de réaction émotionnelle dans notre esprit. C'est-à-dire la faculté intellectuelle de se révolter par rapport à la mort de gens a été atrophiée par la normalisation émotionnelle du facteur de la communication de masse. Et ça devient très dangereux. C'est-à-dire vous êtes devant votre télévision, des centaines de personnes meurent, pas de réaction. C'est même plus révoltant. Il faut qu'il y ait une image où on voit quelqu'un prendre quelqu'un d'autre et le tabasser, le tuer, que l'image soit tellement forte émotionnellement que la conscience se dit « Ah mais c'est pas possible ». C'est-à-dire que l'émotion a normalisé la violence, mais il faut une image forte pour que notre conscience se réveille. Là, vous êtes aliéné si vous tombez dans ce travers-là, c'est-à-dire que votre capacité à la réaction intellectuelle, à la révolte en face de la violence, elle a été atrophiée par l'émotionnel. La communication de masse a un pouvoir de déshumanisation, qui est grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux vous dire que parmi nos sociétés occidentales, nous, civilisées, je veux dire démocratiques, eh ben on sait qu'aujourd'hui, par exemple, au nôtre nom, on pratique la torture sur des gens. Et que finalement, au nom de l'émotivité populaire qu'a provoqué en 2001
l'horreur du 11 septembre ou l'horreur, on a accepté qu'on puisse torturer parce que l'émotion qu'a provoqué la mort a normalisé ceci. 57% des Américains soutiennent la torture. 57% des Américains. Ça veut dire on accepte. Torturer, ça nous protège. Quand on en arrive humainement à accepter la torture comme processus de protection, ça fait peur. Ça fait très peur. Où va-t-on s'arrêter quand le processus finit par nous aliéner notre propre reconnaissance de la dignité? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la dignité humaine? Donc ici, on est dans des... Ça aussi, ce sont des processus aliénants. Donc, communication de masse, la normalisation de la violence. Et puis, une autre chose qui est importante, c'est que on en arrive avec la communication de masse à ne plus étudier des processus, mais juste avoir des faits. C'est-à-dire que vous regardez ce qui se passe, par exemple, en Haïti, quelques années de là, oui, vous avez entendu, ou comme par exemple récemment à Maurice, vous avez une catastrophe. Et vous regardez la catastrophe, et puis il y a des gens qui vont mourir, comme en Haïti. Et puis, émotivement, on voit le fait et on s'attriste. Mais on ne voit pas tout le processus. Comment se fait-il que la même catastrophe naturelle tue tant de personnes en Haïti et si peu de personnes au Japon? Comment se fait-il que toute cette eau finit par prendre tous les pauvres et que finalement on a une réaction sur le catastrophique sans comprendre que l'humanitaire est derrière est en fait produit par une immense injustice qui est faite aux Haïtiens, non pas dans la catastrophe naturelle, mais dans toute la gestion de leur pauvreté. Qu'en fait, c'est un pays qu'on a spolié, qu'on a exploité, dont on a pris toutes les richesses, et on s'émeut d'une catastrophe naturelle, mais on ne s'émeut pas de la spoliation humaine qui a provoqué ça. Quand la communication de masse vous traduit l'injustice uniquement en termes humanitaires et catastrophiques, vous apercevez que vous n'avez plus de conscience pour réfléchir. Les Haïtiens, ils n'ont pas besoin qu'on leur envoie de la nourriture quand la catastrophe naturelle est venue. Ils ont besoin de justice qui disent il faut de la justice pour le pays. Ce pays a des ressources naturelles à nul autre pareil. Mais l'exploitation a été telle que finalement on s'émeut de la catastrophe, non pas de l'injustice qui est faite au peuple. Quand votre conscience ne pense que par votre cœur en situation de catastrophe, vous êtes aliéné. Vous ne pensez plus comme des êtres dignes pour la justice, mais comme des humanitaires, émus contre les gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir humainement, mais il faut se réveiller consciemment en se disant mais comment ça se fait que ce pays-là, si riche, subisse autant ces catastrophes naturelles? Deuxième élément ici de l'aliénation. Vous me suivez jusqu'à là? J'ai pas fini, il y en a encore 3 sur le plan individuel. L'autre chose aussi qui est un problème dans notre société, c'est une dimension qui vient au-delà de notre éducation sur une disposition intellectuelle qui est saine au départ, problématique à terme. C'est celle qui est issue d'une chose qu'il faut dire et répéter. L'être humain a des droits et il faut lui respecter, et il faut respecter ses droits. Par exemple, il y a ce qui a été la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ce qu'on dit, c'est-à-dire j'ai un droit, le droit à la nourriture, le droit à l'éducation, tous les droits. Mais à partir d'un certain moment, quand tout le dispositif social, dans les démocraties contemporaines, comme de plus en plus en Afrique, comme de plus en plus en Asie, se détermine par le fait que nous sommes des êtres humains qui devons évaluer nos droits, mais qui, en tant que citoyens, ne vont pas rendre compte de nos responsabilités. Et bien là, c'est un problème. Vous savez, Gandhi, quand il a reçu la première version de la Déclaration des droits de l'homme, sur la Déclaration des droits de l'homme, il a pris plusieurs semaines pour répondre, 3 mois en fait. Et il répond après 3 mois en disant « Je vous remercie et je vous prie de m'excuser pour le retard. Je me souviens de cette parole de ma maman qui disait que à tout droit donné à l'être humain, il faut que celui-ci reconnaisse ses devoirs. » Et nous sommes dans une culture aujourd'hui qui est beaucoup basée sur je revendique mes droits, mais quant à ma citoyenneté ou quant à mon statut d'être humain, j'en oublie mes responsabilités.
Et ça, c'est la conscience, elle n'est pas simplement une conscience des droits. Il faut avoir une conscience des droits, mais mariée à une conscience des responsabilités humaines. Ce que je vous disais, par exemple, par rapport aux Haïtiens, ou par rapport au Sud, ou par rapport à n'importe quelle société, une conscience qui sait dire son droit, mais qui n'oublie pas sa responsabilité, c'est-à-dire un citoyen, non pas qui se bat uniquement pour ses droits, mais qui comprend qu'il a une responsabilité vis-à-vis de la collectivité. La justice sociale, c'est pas une chose qui va se réaliser uniquement quand nous tous assis ici, nous allons appeler à nos droits. Non, la justice sociale, pour tous ceux qui ne sont pas là et qui vivent dans la pauvreté, c'est quand nous tous nous aurons compris qu'avec nos droits, nous avons des responsabilités. La responsabilité de la justice sociale, la responsabilité de la défense de la dignité. Qu'est-ce qui nous est dit aujourd'hui par nos systèmes scolaires, par rapport à nos parents, par rapport à nos sociétés, sur cette culture de la responsabilité, et non pas une chose qui est en train de nous aliéner tous. C'est que quand vous n'avez qu'une disposition vis-à-vis de vos droits, vous finissez par nourrir en vous le sentiment de la victime. Et la mentalité de victime, elle est extrêmement pernicieuse. C'est finalement, c'est pas moi, c'est les autres. Oui, Sartre disait l'enfer, c'est les autres. Aujourd'hui, nous disons les coupables, c'est les autres. Les responsables, c'est les autres. Moi, je suis victime. Et la victime, la mentalité de victime, c'est une personne qui revendique ses droits, mais qui finalement, à tout ce qui arrive, on nourrit l'idée que c'est les autres. Alors, ceux qui sont victimes de racisme, et ça existe. Je me souviens, quand j'étais en Angleterre, je faisais une conférence, et je disais, il faut lutter contre la mentalité victimaire. Et il y avait un noir qui se battait depuis 30 ans dans la résistance au racisme anti-noir, et il vient vers moi à la fin de la conférence et me dit, tu sais, c'est vrai ce que tu dis. Il ne faut pas accepter et il ne faut pas nourrir la mentalité victimaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître qu'il y a des victimes. Et il a parfaitement raison. Il avait raison de me dire ça. Oui, il y a des victimes. Il y a des victimes de racisme, il y a des victimes de discrimination, il y a des victimes de violence. Maintenant, quelle est la réaction à ça? Nourrir le fait qu'il y a des victimes, se lamenter, ce que je dis par exemple à beaucoup de femmes, arrêtez de dire que les hommes ne vous donnent pas vos droits. À un moment donné, il faut se lever et se dire, je suis une femme, je revendique mes droits et je lutte contre la pensée victimaire, c'est-à-dire que je ne m'alimente pas de cette situation où l'autre est coupable de mon propre statut, ça c'est l'aliénation, c'est rendre coupable l'autre toujours. Alors ça va très loin. Souvenez-vous, George W. Bush, après le 11 septembre, ils n'aiment pas notre civilisation, nous sommes victimes de leur violence. Je veux dire, c'était quand même cocasse d'entendre le président américain dire que nous sommes victimes de la violence d'autrui quand on sait la charge de violence qu'ils répandent à travers le monde. Qu'on ait une critique par rapport à ce qui a été fait, par rapport aux actes terroristes, il n'y a pas de doute, mais se présenter comme victime, George W. Bush, une victime. Une victime de qui? De qui est-il la victime, lui? Lui qui a pris des décisions politiques qui ont provoqué tant de victimes, de morts. Oui, et puis ensuite d'entendre Madeleine Albright en disant la politique de George W. Bush a été une politique suicidaire, elle qui a soutenu avec le président qu'on célèbre aujourd'hui, Bill Clinton, le boycott de tous les Irakiens qui a produit 500 000 morts. Dans la majorité des femmes et des enfants et des innocents, le boycott n'a pas été une guerre, mais il a été une guerre silencieuse, la mort silencieuse. Ça n'a pas fait la une des journaux, ce n'était pas des avions qui bombardaient, mais ça a été un boycott qui a affamé un peuple. Donc à partir d'un certain moment, ça va de là, se présenter comme des victimes à la tête de l'État, ou nous, dans notre quotidien, nous présenter systématiquement comme des victimes. Et vous entendez ceci, dans les sociétés majoritaires, on dit attention, ils sont en train de venir. Qui? Ces immigrés. Nous sommes des victimes. Ils vont nous coloniser. Vous connaissez ce discours? Oui, les xénophobes, c'est ça. La xénophobie, c'est basé sur nous sommes des victimes de leur colonisation. Et puis alors, ajoutez à cela la question de l'islam. Les musulmans arrivent. Attention. Et les musulmans de leur côté, ils nous aiment pas. Vous n'aimez pas l'islam, vous n'aimez pas les musulmans. Et entre victimes, on s'entend bien. Bienvenue dans la culture des victimes. C'est-à-dire plus de responsables, plus de... Je revendique mes droits et je suis victime de toutes vos discriminations. Ça, c'est de l'aliénation. La question de cette pensée-là, c'est de l'aliénation et c'est un monde qui l'entretient aujourd'hui. Quatrième des dimensions de cette aliénation sur le plan individuel, c'est une chose sur laquelle il faudra vraiment apporter une contribution fondamentale. Elle est philosophique, elle est spirituelle. C'est sur la notion de la liberté. C'est-à-dire, quand un sujet ne pense pas par lui-même ou pense par quelqu'un d'autre, c'est, au fond, qu'est-ce que c'est qu'être libre? Qu'est-ce que c'est qu'être libre? C'est vraiment
être libre, c'est décider pour soi de ce que l'on veut être, n'est-ce pas? Et de ce que l'on veut vivre. Aujourd'hui, la liberté, dans le monde de la communication de masse, dans le monde de la culture de masse, la liberté, c'est moins de penser par soi que de faire ce que l'on pense avoir envie de faire. Le seul problème, c'est que maintenant on le sait, dans toutes les cultures populaires, avec les communications de masse, on peut décider pour vous aujourd'hui de ce que vous allez aimer l'été prochain en matière de musique. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est des séquences psychologiques. Vous savez qu'aujourd'hui, à Hollywood, on a des psychologues qui travaillent sur les films. C'est-à-dire la dose de tendresse, d'amour, de drame. Ça, c'est étudié. C'est pas, en fait, il y en a qui travaillent, mais il faut qu'il y ait une petite dose. Oui, une petite dose qui va vous toucher là où vous pensez, vous, que ah, mon cœur réagit. Le psychologue a étudié l'affaire. Oui, mais ça va très très loin. C'est-à-dire, ça va très très loin. On a des musiques qui appellent à la consommation. Vous rentrez dans le supermarché, vous pensez que vous êtes libre, la musique vous emporte. Et le porte-monnaie avec. Ça, ce sont des choses que l'on sait aujourd'hui, c'est des choses qui sont étudiées. Et ça pose la vraie question de la liberté, c'est-à-dire, qui décide pour moi de ce que j'aime? Quand on dit à quelqu'un, fais ce que tu aimes, il faut s'arrêter et lui dire, est-ce que tu es sûr que ce que tu aimes, c'est toi qui l'aimes? Ou est-ce qu'on t'a fait aimer ce que tu aimes? C'est-à-dire ce vrai mouvement-là, qui est une aliénation sur la vraie notion de liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté dont on parle? Parce qu'il y a une liberté qui est de faire comme tout le monde fait, et de penser qu'on aime ce que tout le monde aime. Et ça, c'est l'instinct grégaire, c'est-à-dire que c'est une liberté de masse, et à laquelle il manque une vraie dimension. Une autre chose qu'on dit, très souvent, dans la culture populaire aujourd'hui, quand on est passé de l'art au divertissement, on présente la liberté comme le fait de pouvoir s'oublier. Oui? Vous connaissez la formule chez les jeunes d'aujourd'hui, éclate-toi. Oui? Éclate-toi, c'est-à-dire éclate. Hein? C'est-à-dire ta conscience, tu l'oublies et tu pars dans tous les sens. Fais ce que tu veux. Dans une vraie réflexion philosophique, religieuse ou spirituelle, par exemple, philosophique ou spirituelle, sur la notion de la liberté c'est le contraire de s'éclater. En fait, ce serait plutôt la dimension de se recentrer, de décider pour soi. Après qu'on veuille se laisser aller ou s'oublier, est-ce que s'oublier, c'est être libre? Oui? Est-ce que s'oublier, c'est être libre? Ça peut l'être. Encore une fois, il faut se poser la question de savoir qui décide comment et qui décide de quoi. Et dans la culture de masse, dans ce qui nous est proposé, encore une fois, je ne parle absolument pas ici de l'Occident. Ce dont je suis en train de parler, c'est peut-être plus à La Réunion, en Afrique, en Asie, que partout. C'est partout pareil. C'est-à-dire que ce qui fut à un moment donné, ce qu'on a réduit à la culture occidentale, c'est partout. On est tous, aujourd'hui, en train de nous poser les mêmes questions. Et la liberté qui est aussi une vraie question quand ça n'est plus la liberté du sujet qui pense seul, mais c'est la liberté de faire ce que tu sens, de suivre ceux qui sont autour de toi, de t'oublier, voire peut-être aussi une liberté qui est énormément portée sur le paraître. C'est pas une liberté d'être, ça peut être une liberté de paraître, raison pour laquelle vous avez beaucoup de réflexions aujourd'hui dans nos sociétés plurielles sur la visibilité, c'est-à-dire des visibilités qu'on accepte, des visibilités qu'on accepte moins. C'est moins sur la réflexion fondamentale sur la liberté d'être. Et cela, de ce point de vue-là, toute liberté qui se définit par l'externalité ou par l'extérieur est problématique. La liberté se détermine par l'intériorité, par le fait du choix du sujet dans sa conscience et dans son être. Et ça demande une introspection, ça demande de... Mais chacun d'entre nous ici, est-ce que vous êtes sûr que vos choix, vous les déterminez en conscience? Et même si vous parce que vous ne les déterminez jamais en conscience, bien sûr que vos parents vous influencent, bien sûr que votre culture vous influence. Le but, c'est pas de penser qu'on a pensé seul sans personne, mais c'est de savoir identifier qui a influencé nos choix. C'est ça la liberté, c'est de se dire d'où vient ce choix, d'où vient cela. Oui? C'est-à-dire que quand vous regardez votre maman, quand vous regardez votre papa et que vous les regardez bien dans les yeux, au-delà de leur fonction, vous dites je te ressemble quand même. Ben, vous n'avez pas perdu votre liberté pour ça. Vous avez juste identifié une source. Identifier la source, c'est un acte de liberté, de conscience. C'est-à-dire, on sait d'où ça vient.
même dans la dimension religieuse, même dans la dimension spirituelle, même dans la dimension collective. Ce sont des questions qui sont importantes. Et puis, il y a une dernière chose que je voulais dire sur le plan, j'en ai parlé à des jeunes quand on s'est vu hier. Combien de temps j'ai fait là? J'ai fait 40 minutes, j'ai encore 20 minutes, ça va? D'accord. Ce que je disais, j'en parlais hier à des jeunes, c'est aujourd'hui, au-delà de la communication de masse ou des médias ou autres, qui sont aujourd'hui véritablement le quatrième pouvoir, on a toute la culture Internet. Et il y a des études, il y a 6 semaines de cela, 1 mois de cela, il y a une étude qui est apparue aux États-Unis sur ce que produit la culture Internet, les réseaux sociaux et tout ceci. Et là aussi, vous avez des jeunes et des moins jeunes, en fait, nous tous ici dans cette salle, hein, vous allez sur Internet, vous êtes sur Facebook, vive la liberté. Twitter, très bien, libre en 160 lettres. Et pourtant, ce qu'on est en train de faire comme étude sur l'impact de ces réseaux sociaux sur des modes de pensée. Et là, vous apercevez qu'on est dans des aliénations profondes. Première des choses qu'Internet est en train de mettre en avant, c'est une culture à laquelle on n'était pas très habitué, c'est ce qu'on appelle la nouvelle culture de l'anonymat. C'est-à-dire que vous êtes en face d'un écran, vous pouvez vous cacher derrière un nom d'emprunt, et vous commencez à vous déresponsabiliser. Regardez bien, l'anonymat, c'est un processus de déresponsabilisation. C'est-à-dire, je peux dire ce que je veux parce que personne ne sait qui je suis. Sauf ceux qui vous suivent sur Internet, d'accord? Donc en l'occurrence, une culture de c'est pas moi. Ils savent pas, donc je dis ce que je veux. Donc une espèce de dédoublement de la personne, c'est-à-dire on se cache derrière l'écran et peut dire ce que l'on veut. L'autre chose aussi, c'est que comme le réseau est mondial, très vite on entre dans quelque chose qui est la connexion et la tentation du complot, la tentation de quelque chose décide quelque part que je ne maîtrise pas. Oui, c'est-à-dire déresponsabilisation personnelle et projection d'une puissance virtuelle qu'on ne détermine pas. Et donc là, vous allez chez les jeunes maintenant de plus en plus, les Illuminati, les signes, faites attention, on est dans l'histoire du complot. Quand vous êtes en face du complot, vous n'êtes plus un sujet, vous êtes un objet de tout, quoi. Quand on réussit par une culture Internet à vous faire croire que vous êtes l'objet d'un complot supérieur, qu'est-ce qu'on fait? On vous a enlevé toute puissance d'action. Votre conscience est dans l'impuissance. Je suis impuissant. C'est tellement puissant. Oui? Vous voyez ça? Et alors je suis anonyme. Je suis anonyme, pas responsable et impuissant. En termes d'aliénation, alors là c'est la totale. Un sujet anonyme, impuissant et pas responsable, alors là on est dans l'aliénation à la puissance 4. On ne peut plus, il n'y a plus rien. Et quand cette culture elle s'inscrit en nous, quand on commence à assimiler ceci, et bien là on est dans une aliénation extrêmement profonde. Et les jeunes d'aujourd'hui, et les moins jeunes, sont en train d'entrer dans des références, dans des modes de communication déresponsabilisants, anonymes, et produisant l'impuissance. Et l'impuissance de changer les choses. Donc ça, encore une fois, alors là, pour le coup, cette culture Internet, si elle n'est pas maîtrisée, est une culture de l'aliénation profonde, de l'aliénation carrée, en l'occurrence ici. Donc vous voyez bien qu'on est dans un monde qui peut être aliénant. Sur le plan collectif, très rapidement, je mets en évidence un certain nombre de choses. Ça, c'était sur le plan individuel. Donc vous voyez que tout ça cumulé, ça fait beaucoup. On va dire, mais comment je peux me sortir de ça? Alors il y en a certains qui, à la fin de cette première partie, se disent, bon ben, nous sommes cuits. C'est pas ce que je voulais dire. Au contraire, c'est se rendre compte de l'importance, de la subtilité des phénomènes et d'essayer d'y réagir. Quelque chose est en train de se passer au niveau collectif qui n'est pas nouveau. On a parlé pendant longtemps de l'impérialisme politique, c'est-à-dire quand on faisait de la colonisation, qu'on se trouvait, qu'on était là politiquement. On est passé à une étape, on est passé, à l'exception aujourd'hui de ce qui peut se passer dans les dernières terres colonisées dans certains endroits, en Palestine aujourd'hui, on n'est plus dans la colonisation politique et physique. Mais on est dans un véritable impérialisme culturel et un véritable impérialisme économique. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que
aujourd'hui ce qu'on appelle la globalisation. Vous savez que certains acteurs du Sud disent la globalisation, c'est une certaine forme d'occidentalisation. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, je n'ai pas le temps, mais ce qui m'intéresse, c'est de dire, en termes aujourd'hui de cet impérialisme culturel, il est évident que ce qui était la production culturelle qui venait de l'Occident, aujourd'hui, par tous les moyens de communication, s'est installé partout. Nous sommes tous, d'une certaine façon, touchés et emportés par la culture dominante. Et la culture dominante, elle n'est pas simplement occidentale au sens strict. Vous avez même vu des civilisations qui l'ont intégrée. Si par exemple vous pensez à la culture chinoise contemporaine, c'est plus le confucianisme, c'est le capitalisme asiatique qui est en train de véritablement produire les mêmes comportements. C'est-à-dire, vous le voyez dans la musique, vous le voyez dans le cinéma, vous le voyez dans les modes de production. On est maintenant partout emporté par ce mouvement-là. Et donc, on est dans une sorte d'impérialisme culturel dont le centre est nulle part et la propagation partout. Pour utiliser la formule revue de Pascal. Donc, on est ici dans quelque chose auquel on doit faire face. Ajoutez à cela qu'aujourd'hui, vous, sur le plan économique, vous n'êtes plus du tout une île, vous êtes complètement lié à la globalisation économique qui transite ici et qui impose effectivement l'efficacité économique, la production et par les banques et par les entreprises. Nous ne sommes plus dans des cadres nationaux, nous sommes dans des cadres globaux, et à partir de ce moment-là, rien ne se fait localement qui ne soit connecté au système beaucoup plus global. Donc, on ne peut plus se penser dans le local isolé, on doit se penser dans le global et essayer de déterminer nos zones d'indépendance économique et culturelle. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et là, il y a une aliénation, même jusqu'à la boisson, même jusqu'à la boisson. Moi, je préfère, quand je viens ici, ils le savent, je veux boire, quand je viens à La Réunion, des boissons locales. Il ne faut pas me donner du coca, il ne faut pas me donner du Pepsi, il faut me donner quelque chose de local. Puis si vous n'avez pas, je prends que de l'eau. Oui, parce que ça, c'est ma résistance personnelle. Je veux dire, cette espèce d'amplification de la consommation. Oui, ça, c'est aussi des choses qui... Peut-on le faire ou peut-on ne pas le faire? Parce que certains me regardent et disent, celui qui est avec la bouteille d'eau, tu crois que tu résistes? Tu résistes à quoi, là? C'est pas une question de savoir, là. Vous savez, quand vous pensez la résistance en termes de résultats et non pas en termes de principe, c'est un problème. La résistance, elle est principielle, elle n'est pas en termes de résultats, évidemment. C'est pas en buvant de l'eau que je vais mettre en faillite Coca-Cola. Par contre, ma conscience, elle est debout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de conscience, une question de je me fiche du résultat, de ce qu'ils gagnent, de ce qu'ils ne me battent pas, mais ils ne me gagneront pas, moi. Moi, ils vont me perdre. Oui, et s'ils me perdent, je me gagne. Vous me suivez? Et si je me gagne, je me réconcilie. Et si je me réconcilie, je suis un tout petit peu moins aliéné. Parce que dire Bismillah et boire du coca, moi, ça me gêne. Vous me suivez? Ouais. Deuxième élément sur quoi. Donc ça, c'est pour... c'est un message implicite aux musulmans. Mais dire n'importe quoi, même pour ceux qui ne sont pas musulmans, dire ouais, je suis libre, je bois Coca-Cola, quand on voit... Je veux dire, franchement, quand vous voyez les publicités, je ne veux pas en rajouter. Mais c'est un mode de vie, quoi. On vous dit, c'est un mode de vie. Sois libre, sois bien. Bois coca. Et ça, je ne sais pas, moi, ça, j'appelle ça... Je ne vais pas donner de nom. Bref, deuxième élément, qui est important aussi, qu'on perçoit au niveau collectif, c'est que vous savez, souvenez-vous, les plus âgés d'entre vous, il fut un temps où le débat politique était un débat d'idées et d'idéologie. On savait plus ou moins ce que ça voulait dire venir de la droite ou venir de la gauche. L'idéologie, l'idée, la vision de justice du rapport à l'État. Là, maintenant, on a un nivellement. Et on s'aperçoit que ce qui différencie souvent, ce ne sont pas des idéologies qui sont basées sur des idées, ce sont des idéologies qui sont basées sur des émotions, sur de l'émotionnel. Voici venir le temps de la politique émotionnelle. On ne vous fait pas penser ou prendre des positions politiques par vos idées, mais par l'émotivité. Ce que je disais, par la communication de masse, maintenant se reproduit sur des masses. C'est-à-dire qu'un élément émotionnel, mais c'est grave, parce qu'à un moment donné, un élément, un acte violent, une situation peut renverser
le pouvoir est renversé, l'ordre du gouvernement, et on s'aperçoit que dans cette politique émotionnelle, on est, nous citoyens, on voit nos droits diminuer, on voit nos droits être emportés par des discours qui font dans l'émotif et qui ne font pas dans le constructif, qui ne font pas dans le rationnel. Et c'est le troisième élément ici de l'aliénation potentielle et collective, c'est l'installation partout des populismes. Et les populismes, c'est jouer sur l'émotivité populaire, non pas sur la conscience des êtres. Et l'émotivité populaire, le populisme, c'est quatre critères que vous voyez toujours chez les populistes. Et vous le savez, les populistes, ça peut être des populistes politiques, ça peut être des populistes religieux, ça peut être des populistes de tout type. On a du populisme religieux dans les sociétés majoritairement musulmanes. Maintenant, on a des gens qui utilisent le référent religieux de façon complètement populiste. Et on l'a ici sur le plan complètement émotionnel. On a l'extrême droite est populiste. Elle est moins dans l'extrême droite qu'elle ne fut avant, mais elle a réussi à répondre partout des thèses populistes. 4 facteurs, la pensée binaire, eux contre nous. Et nous, c'est toujours soit l'étranger, soit celui qui n'est pas complètement comme nous, celui qui est comme nous, mais dont le nous est suspect. Soit par la couleur, soit par l'origine. Oui, vous savez, on est tous réunionnais, mais, faites attention au mais. Le mais, c'est toujours le début de la catastrophe. Oui. Oui, vous savez, ça c'est des processus de communication. Faites toujours attention par ceux qui commencent par vous dire, ça s'appelle l'art de l'agrément chez Blaise Pascal. Elle dit, tu sais, c'est bien ce que tu dis. Vraiment bien ce que tu dis. Mais, et là, vous en prenez pour votre grade. D'accord? Donc, toi, je t'aime bien. Toi, le noir. Mais, eux. Oui? Quand on vous dit vous, oui, mais tous les autres, non. Ça, c'est le racisme exemplaire. C'est comme ça qu'on construit des racismes ordinaires. Le populisme construit sa vision sur le mode binaire. Eux contre nous. Deuxième élément, réponse simpliste à questions complexes. Le chômage, la difficulté, la violence. Eux, c'est eux les coupables. C'est ces immigrés. Ce sont ceux qui viennent d'arriver. Vous voyez, c'est toujours une réponse simpliste. Mais ça, c'est pas nouveau. On l'a dans toutes les immigrations. Et aujourd'hui, ça nous prend, c'est un processus d'aliénation qui gagne du terrain. Beaucoup de terrain. Troisième des éléments, ce que je vous disais tout à l'heure, là, au niveau collectif maintenant, pas au niveau individuel, mettre en évidence, nous sommes en danger. Nous sommes les potentielles victimes de ces gens-là. Ces gens-là viennent, s'installent, ils vont prendre le pouvoir, ils ont changé notre société. Nous devenons les victimes des étrangers, les victimes des immigrés, les victimes de tous ceux qui viennent d'arriver. Cette pensée-là, c'est la pensée populiste. Pensée binaire, pensée simpliste, pensée qui stigmatise l'autre, et puis, bien évidemment, tout ça empaqueté dans un registre émotionnel. Et le registre émotionnel, qu'est-ce que c'est? C'est toujours fondé, vous allez vous en rendre compte dans le discours politique, c'est toujours l'anecdote. On a un problème avec ces gens-là. D'ailleurs, je connais une personne, et on vous dit une anecdote. Et on travaille sur l'émotivité de l'anecdote pour généraliser sur tout le monde. Ça s'appelle comment ça? Quand vous avez pris une personne et que vous avez généralisé à toute la communauté de couleur, ou de religion, ou d'origine, eh bien ça s'appelle du racisme. C'est, je connais une personne, ça s'est passé comme ça. Et donc ça veut dire, on ne peut pas s'intégrer avec eux, on ne peut pas vivre avec eux. Vous voyez ce processus-là, ce processus de la pensée émotionnelle qui est problématique. Ayant dit cela, ça fait beaucoup de chantiers, n'est-ce pas, sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Eh bien c'est là que j'en arrive à ma conclusion, en disant, en montrant comment on fait, comment est-ce qu'on peut faire. Le plus grand des risques par rapport à cela, c'est effectivement ce que l'on peut voir dans certaines attitudes. Elles sont collectives et individuelles. Dans les sociétés occidentalisées aujourd'hui, le premier réflexe que l'on a par rapport à tout ça, c'est de dire qu'il faut se protéger. Et souvent, on pense qu'il faut se protéger, c'est soit en devenant très fermé, c'est-à-dire on devient identitaire, nous, c'est ma. Vous verrez dans le monde global, souvent des gens disent c'est ma région, ma nationalité, c'est nous, on peut en arriver à cela. Où on en arrive, ça c'est l'attitude religieuse que l'on voit sur le plan vraiment très littéraliste, très légaliste. Hein, vous savez, quand tout ça s'est permis, la seule chose qu'il faut dire, c'est par exemple dans le langage des musulmans, il faut boucler, on est en danger. La pensée de la victime qui se crispe et qui ferme tout. Fermer les lois, plus de lois restrictives. Regardez partout ce qui est en train d'arriver, partout dans toutes les sociétés, plus de lois restrictives, plus de lois qui excluent, non pas des lois qui ouvrent et incluent, mais des lois qui excluent, qui disent qui est nous versus vous.
Nous, on ferme. Dans la pensée religieuse, la même chose. Des pensées qui vont se fermer non pas sur le sens, mais sur la limite. Pourquoi? Parce que la pensée assiégée est une pensée qui légalise ou qui boucle par la forme. Elle devient formaliste, elle devient technicienne. Et ça, c'est ça le danger. Cette pensée qu'on se réconcilie avec soi par plus d'interdits ou plus de lois, ou plus de restrictions. Ça, c'est pas une pensée affirmée, c'est une pensée assiégée. Et l'aliéné est doublement aliéné, parce qu'il ne résiste pas par le sens, il résiste par la forme. Et ça, dans la pensée musulmane contemporaine, la pensée juive contemporaine, la pensée chrétienne contemporaine, jusqu'à la pensée bouddhiste aujourd'hui, on voit ceci. Dans la pensée athée ou dans la pensée agnostique, on voit les mêmes processus. Pensée assiégée, risque d'aliénation, bouclée par la loi, bouclée par la forme, bouclée par la limite. On répond par la forme à des vraies questions de fond. Et ça, on se perd parce que la forme, jamais ne protège du fond. Jamais ne règle la question du fond. C'est-à-dire que c'est pas parce que avec le corps vous priez que votre cœur est en paix. C'est pas parce que avec l'esprit vous êtes en méditation que vous avez trouvé la paix intérieure uniquement si vous êtes dans la résistance à des limites. Les choses sont beaucoup plus profondes. Et même dans les questionnements philosophiques, c'est la même chose. Comment on fait donc pour se réconcilier avec soi? Alors 3, 4, 5 pistes simplement comme éléments sur lesquels je pense qu'il faut véritablement insister. Et c'est vrai, je l'insiste parce que même en partant, parce qu'il ne faut pas que je donne l'impression que j'ai une réponse universaliste à partir de tout. Moi, je viens d'une tradition religieuse, d'une tradition philosophique. Je parle de quelque part. Mais je sais que de là où je parle, je vais rencontrer toutes les autres traditions, agnostiques, athées, bouddhistes, hindous, juives, chrétiennes. On a le même défi fondamental. Parce que cette aliénation-là, elle nous touche tous égalitairement. On est tous en face des mêmes processus. Donc comment est-ce qu'on fait par rapport à cela? Eh bien, dans chacune des traditions, parce que l'universalisme, c'est pas de se poser au centre en se disant j'ai l'universalité, non. L'universalisme, c'est savoir qu'on a plusieurs chemins qui mènent au même espace universaliste. L'universalité ne peut être qu'une universalité partagée. C'est ce qu'on partage, l'universel, c'est pas ce qu'on peut-être possède. C'est pas un monopole, l'universel. L'universel n'est que partagé. Il accepte la diversité des chemins qui viennent au même champ du même questionnement. Première des choses qui doit permettre, de ce point de vue-là, la dimension de la résistance à l'aliénation, c'est la connaissance. Et là, c'est un vrai problème d'éducation, parce que cette connaissance-là, elle est une connaissance non pas formaliste, non pas de limites qui résistent, mais la connaissance dans la compréhension. Et c'est ce que je disais, vous savez, dans un livre qui s'appelle « L'autre en nous », je disais qu'il fallait réconcilier nos enfants avec 4 disciplines. L'histoire des religions, la philosophie et l'art. Parce que l'art, c'est la meilleure résistance au divertissement aliénant. Vous savez, ce divertissement qui te dit « éclate-toi, oublie-toi », l'art ne dit pas ça. L'art ne dit pas, l'art c'est l'imaginaire qui se réconcilie. C'est un art d'élévation. Ça ne doit pas être un art de destruction et d'oubli et d'éclatement. Et ça, dans la pensée, même musulmane, il faut qu'on dise ceci, la connaissance, c'est comprendre. Il ne peut y avoir aujourd'hui de résistance au phénomène d'aliénation que dans la compréhension, que la connaissance se fonde dans la compréhension. Comprendre ce que l'on sait, pour être, non pas pour être efficace, c'est-à-dire développer la dignité de la connaissance, la dignité de la conscience, savoir et comprendre. Ça veut dire dans la dimension de l'histoire, même dans la dimension religieuse, il faut cesser, au premier rang desquels les musulmans, comme les chrétiens, comme les juifs, il faut cesser de développer des enseignements religieux formalistes. Ils nous donnent l'impression qu'on résiste, mais en fait on se perd. Parce qu'on ne répond pas aux questions fondamentales. Il faut comprendre pourquoi on jeûne, comprendre pourquoi l'on prie, comprendre pourquoi l'on médite, pour comprendre pourquoi l'on pense, comprendre ce que l'on veut être avec la pensée, c'est-à-dire une vraie connaissance qui donne sens. C'est ce que j'appelle la quête de sens, c'est-à-dire véritablement donner ça. Et apprendre à nos enfants à penser seuls. Souvenez-vous toujours de ces propos du professeur qui disait « Je ne vous apprends pas à penser comme moi, je vous apprends à penser sans moi. » L'autonomie de la pensée. Et l'autonomie de la pensée, c'est la pensée critique. C'est donner la possibilité à tous de poser des questions.
Non pas de répéter mes réponses, mais de poser des questions. Et vous savez quand est-ce qu'on me respecte le plus? C'est pas quand on me pose des questions, qu'on me demande des réponses à vos questions. Quelqu'un qui vient vers moi, le journaliste, j'ai dit beaucoup de journalistes qui viennent vers moi pour l'islam et me disent « Et qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Et ils pensent que je devrais être content parce qu'ils attendent que je réponde à leurs questions. Et je dis souvent aux journalistes comme aux intellectuels, vous savez, le début du respect, ce n'est pas que vous attendiez mes réponses à vos questions, mais c'est que vous tendiez l'oreille à mes questions. J'ai des questions, et mes questions, j'y trouve des réponses. Ça, c'est la connaissance digne. Ça, c'est la connaissance de l'autre, qui ne simplifie pas l'autre. Et ça doit être l'expression de tous, même dans la tradition musulmane, quand on voit les savants de l'époque, comment ils lisaient cette période florissante de science et de savoir dans l'islam. Ça prenait des juifs, ça prenait des grecs, ça prenait des latins, et ça prenait tout ceci. Ils disaient, la connaissance, réveillez vos intelligences, prenez de là où vous pouvez trouver. C'était pas une connaissance de l'efficacité, c'était une connaissance de la célébration. C'est la connaissance du sujet, la question critique. Écoutez ce que l'autre a à dire. Vous regardez des livres au Moyen-Âge de savants musulmans, ils prenaient la pensée de l'autre, ils donnaient exactement ce que l'autre pensait, comme il pensait. Voilà ce qu'il pense, voilà ma réponse. Voilà ce qu'il dit, et voilà ma réponse. Il ne niait pas la pensée de l'autre, il l'écoutait. Donc une connaissance qui est une connaissance du pluralisme, une connaissance de l'autre. Une connaissance que nous, on a aussi entendue, c'est quelque chose qui répond à toutes les autres traditions. On nous a créés en nations, en tribus pour vous entreconnaissiez. Ça veut dire quoi, vous entreconnaître? Écoutez ce que les autres ont à dire. Une connaissance de la dignité des civilisations. L'Occident, c'est pas uniquement, même ce qui vient de l'Occident, ça n'est pas uniquement des pensées que l'on critique parce que c'est la pensée dominante. Mais non, c'est une pensée extraordinairement riche, de penseurs extraordinairement riches qu'on étudie. Et l'Inde, c'est pas uniquement une nouvelle puissance économique, et la Chine, c'est pas uniquement le capitalisme asiatique, c'est toute une pensée confucéenne. La pensée chinoise est une pensée riche. Quand vous étudiez ce que le thé veut dire dans la culture chinoise, vous apercevez que vous avez beaucoup à apprendre sur toutes les structures de socialisation dans une société. Voilà, la connaissance digne. La connaissance qui est une connaissance qui éveille la conscience, qui va chercher chez les autres, qui va essayer de comprendre. Et ça, il faut, même dans tous nos registres. Moi, je suis venu ici et j'ai parlé dans des réseaux musulmans, il faut ça. Il faut que les musulmans, au lieu de dire aimez-nous, mais je m'en fiche. Au pouvoir aimer, non. De la dignité dans la connaissance. Se présenter dans la société avec cette dignité de la connaissance qui refuse l'aliénation, qui refuse la pensée étriquée, la pensée de la limite, la pensée du c'est illicite, c'est haram, la pensée de la culpabilité. Parce que quand on est dans un monde où tout nous paraît permis, c'est facile de venir à une pensée religieuse où tout devient interdit et on produit de la pensée coupable. Non, il faut de la pensée sereine. La sortie de l'aliénation, c'est pour ça que lorsque je comprends, même quand je dis Dieu, c'est un formidable processus de libération. Et quand quelqu'un dit ma conscience, ça doit être la libération. Ma conscience, c'est la libération. Mon cœur, c'est la libération de tous ces processus d'aliénation. Et pour avancer par rapport à ça, et c'est là où on devient sujet, et c'est ce que je disais, le sujet, c'est la question de la conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, c'est aussi déterminer cet équilibre fondamental entre mes responsabilités humaines et mes droits. Mais mes responsabilités humaines sont importantes. Et moi, je suis tout à fait là quand Gandhi répond ceci à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, des droits de l'homme, en l'occurrence, ici, quand il répond ceci, il est totalement en phase avec toutes les traditions spirituelles, hindoues, bouddhistes, juifs, chrétiennes et musulmanes, qui disent, toutes elles disent la même chose. Vous n'êtes des êtres humains que par votre capacité de conscience à comprendre vos responsabilités. Parce que vous avez des responsabilités. Vos droits, vous y avez droit. Mais si vous n'êtes pas responsable, vous perdez beaucoup de droits. La responsabilité d'être digne, parce que la dignité, la responsabilité d'avoir du courage, parce qu'il faut avoir du courage. L'un des grands problèmes de nos aliénations collectives maintenant, c'est que nous sommes des citoyens très lâches. Très lâches. On est courageux avec nos droits. On n'est pas courageux avec le droit des autres. On n'est pas courageux face à des massacres. On n'est pas courageux vis-à-vis de l'injustice du monde. Et de faire en sorte qu'à un moment donné, faites attention, parce que le courage et la conscience aussi, refusez que des injustices politiques vous soient présentées comme des charités humanitaires.
Moi, je suis désolé. L'Afrique, elle n'a pas besoin simplement de notre humanisme et de notre charité. Elle a besoin d'être de conscience qui dit c'est pas possible, c'est injuste ce qui se passe dans le monde. Ce continent est parmi le plus riche en ressources du sol et le plus pauvre en matière de ressources humaines. D'être humain. C'est normal ça. Mais vous savez ce qu'on fait? On va leur envoyer de la nourriture. On va faire du solidaire. Les Palestiniens, ils sont exploités, réprimés. Vous savez ce qu'il faut faire? C'est des pauvres gens. Et non. C'est des gens qui sont injustement traités, les Africains injustement traités, les Asiatiques injustement traités, les pauvres à la Réunion, c'est des gens, il faut leur envoyer de la nourriture à Noël ou pendant le Ramadan. C'est ça? C'est ça notre conscience? Non, ça c'est de la conscience aliénée. Quand l'humanitaire aliène nos consciences, elle nous fait penser que la justice, c'est le bon cœur quand j'ai du cœur. Ben non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça leur dignité. Leur dignité, c'est debout, dans la justice. Ça, c'est l'opposition à l'aliénation. Refuser qu'on fasse de l'injustice structurelle un humanitaire ponctuel. Oui. Soit, montre ta solidarité. Allez, envoie un peu de pain, envoie un peu d'argent, libère ta conscience à Noël. Et nous, on fait la même chose, parce que certains disent, oui, ils font ça à Noël, les chrétiens. Nous, on fait la même chose pendant le Ramadan. Nous, on a fait du Ramadan un moment où notre générosité s'ouvre. C'est bien. Mais le mois du Ramadan, comme Noël, ça devrait être un moment pour nous éduquer pour les 11 mois qui suivent. Non pas une parenthèse et puis on oublie tout pendant 11 mois, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, on est dans ce registre-là, et pour terminer, 2 points sur lesquels je vais insister, et je m'arrête, je vous le promets, c'est sur la question de la liberté. Là aussi, avec cette conscience et cette responsabilité, poser les vraies questions de la liberté. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Et ça commence avec nos enfants, ça commence dans nos programmes scolaires, ça commence dans nos associations, dans nos familles. Comment mesurez-vous la liberté de vos enfants? Comment permettez-vous à vos enfants d'être autonomes? Comment vous permettez-vous à vous d'être libre, de penser en conscience? Est-ce que vos choix sont vos choix? Et vous savez, Rousseau et Kant disent des choses qu'on retrouve aussi dans toutes les spiritualités. Qu'on retrouve, et j'en parle beaucoup aux musulmans quand je parle de ceci. Je dis attention, faites très attention. Toute personne qui vous dit que vous êtes libre sans discipline est une personne qui vous ment. La liberté, c'est pas se laisser aller. La liberté, c'est se maîtriser et décider à partir de sa maîtrise. C'est exactement comme l'artiste. Quand vous voyez un pianiste qui improvise, vous pensez qu'il improvise avec beaucoup de facilité. Vous ne comprenez pas son improvisation si vous ne savez pas qu'il a travaillé toute la technique pour pouvoir se libérer et pour devenir libre de sa musicalité. L'improvisation suppose une énorme technique. Quand vous voyez le Dalai Lama qui se lève tous les jours à 4 heures du matin et qui récite ses textes avec une discipline et qui vient pendant la journée vous sourire, vous comprenez ce que c'est que la liberté aussi. Dans la tradition musulmane, comme chrétienne, comme juive, même dans la tradition athée, la discipline, c'est-à-dire ce que disent Rousseau et Kant. Il n'y a de mesure de la liberté que quand il y a des règles. C'est en ayant des règles qu'on sait ce que c'est que la liberté. Mais avoir l'impression que se laisser aller, c'est se laisser aller, être libre, non. Parce que ce qui vous emporte quand vous vous laissez aller, ce sont les émotions. Et les émotions, on peut les maîtriser. Quelqu'un peut maîtriser vos émotions. Mais votre choix de la discipline et de l'ordre, ça c'est vous qui le décidez. Donc apprendre à se structurer pour se libérer. La liberté par la discipline. La discipline, je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas. Mais moi je l'aime bien. J'aime bien les gens qui sont intellectuellement disciplinés. Vous savez, intellectuellement disciplinés, c'est-à-dire quand vous parlez, ils vous écoutent. Et quand ils parlent, ils sont disciplinés avec leur conscience, ils sont disciplinés avec leur personne. D'ailleurs, ils font attention. La discipline, c'est le respect de soi aussi. C'est le respect du temps. Pas parce que le temps, c'est de l'argent, mais parce que le temps, c'est la vie. Toute personne qui vous dit « le temps, c'est de l'argent », faites attention. Petit conseil d'amis. Mais, et dernier élément, c'est aussi, à partir d'un certain moment, de se poser les questions des finalités. Et dans ma conscience, moi, ma conscience de foi, évidemment, ma finalité, c'est à partir d'un certain moment de dire que cette vie, c'est pas la vie, qu'il y a une autre vie, que je donne sens, et que je rencontre des gens qui pensent que la vie, cette vie-là, c'est la fin de la vie, mais je rencontre aussi des gens qui ont énormément de dignité par rapport à cette vie. J'ai rencontré des musulmans sans dignité, j'ai rencontré des athées avec beaucoup de dignité, j'ai rencontré des juifs, des chrétiens. À partir d'un certain moment, ce qui compte, c'est quelle va être dans notre vie notre attitude. Et ça s'appelle comment? Le devoir de cohérence. Le devoir de cohérence, c'est la réconciliation. Dire ses principes et essayer de vivre avec.
On a tous des contradictions. Il n'y en a pas un ici qui n'a pas de contradictions. Mais reconnaître ces contradictions et assumer en conscience ces contradictions et essayer de se réconcilier et d'être cohérent, nous on l'a, ceux qui croient et qui font le bien, c'est-à-dire qu'ils ont une cohérence entre les deux. Et bien on a ça dans toutes les philosophies. La cohérence. Et la cohérence impose le devoir critique, c'est-à-dire toujours de se remettre en cause. C'est le caractère saint de l'esprit. L'Esprit Saint c'est un esprit qui questionne, et qui se questionne, et qui se critique. Et parce qu'il se critique, il a une chose qui est importante. Aujourd'hui, l'une des dimensions les plus fortes de la résistance à l'aliénation, c'est le questionnement intellectuel qui mène à l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire faire attention avec humilité à ce que l'on fait de soi. Ça, c'est essayer d'être fondamentalement en lien avec les finalités qu'on donne à sa vie. Ça donne 3 mots. Ça donne la dignité humaine, ça donne la responsabilité humaine, et de la dignité humaine avec la responsabilité humaine, c'est célébrer les vraies dimensions de la liberté pour se réconcilier avec soi. Voilà des chemins. J'ai pas dit que ce serait facile. Ça n'est pas facile. C'est pas un élément qu'on peut vivre seul. On peut commencer seul, et on a besoin de l'humanité des hommes. On a besoin de l'interaction. On a besoin d'êtres de conscience qui peuvent comprendre. Beaucoup d'humilité. Et puis il y a une chose, qui est la chose la plus difficile, c'est que dans tout ça, savoir être strict avec soi-même sans être porteur de jugement vis-à-vis d'autrui. Ça aussi c'est difficile. Parce que parfois quand on résiste, on se donne le droit du jugement des autres. À aucun moment vous n'aurez entendu, dans ce que j'ai dit, un jugement sur des gens qui se laissent emporter par le populisme, qui se laissent emporter par le... Parce que on n'en a pas le droit en conscience. La conscience libre s'interdit le jugement des êtres qui peuvent être potentiellement aliénés. Ce n'est pas un jugement que l'on se donne comme droit. Je pense que ça commence par là. Je vous remercie.